Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les professeurs sont aujourd'hui dans une situation paradoxale, un vrai casse-tête, à l'IEP de Grenoble, comme dans les suites de l'assassinat de Samuel Paty. On s'en rend compte et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. François Héran, bonjour. Vous êtes sociologue et démographe, professeur au Collège de France, auteur d'un livre intitulé Lettres aux professeurs sur la liberté d'expression aux éditions de la Découverte. Alors, comme je l'ai dit, eh bien, cette question, elle est dans l'actualité. Elle est notamment dans l'actualité avec ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire de l'IEP Grenoble, avec deux professeurs qui ont vu leur nom placardé sur le mur d'entrée de Sciences Po Grenoble, avec un slogan « Des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue ». Le professeur de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une enquête. Au-delà de ces faits, François Héran, votre sentiment sur ce climat? C'est un climat très délétère, c'est un climat totalement passionnel, avec des oppositions absolument radicales. Il faudrait qu'on en sorte, il faudrait qu'on sorte de là et qu'on revienne aux faits. Et je pense que pour essayer d'apaiser le débat, c'est peut-être un peu irénique, un peu naïf de ma part, mais moi je suis chercheur en sciences sociales avec une dominante très quantitative, mais qui peut se compléter par des approches qualitatives. Je pense qu'il faut d'abord revenir aux faits. Alors est-ce que l'islamophobie existe ? Eh bien oui, elle existe. Je suis désolé d'avoir à le dire. Bien sûr, ça peut être utilisé comme une arme par un certain nombre de groupes, etc. Ça, on l'a dit 1000 fois. Mais si vous regardez, par exemple, l'extraordinaire testing réalisé par Marie-Anne Valfort, économiste à l'École d'économie de Paris pour l'Institut Montaigne, elle a démontré, avec des milliers de CV envoyés à des centaines d'employeurs, qu'à origine égale, à diplôme égal, à compétences équivalentes, le fait que l'appartenance religieuse s'affiche, n'est-ce pas, crée des différences. Et lorsque vous avez le malheur d'avoir dans votre CV des signes qui perceptibles d'appartenance à l'islam, vos chances d'obtenir l'entretien d'embauche sont divisées par 2 ou par 3. Ce sont des écarts absolument considérables. Il y a déjà une discrimination ethno-raciale qui est très importante, qui est du même ordre, s'y ajoute une discrimination proprement religieuse. Alors tout existe. L'islamophobie existe, l'antisémitisme existe, le racisme anti-blanc existe aussi. Tout existe et la question de savoir, c'est comment le mesure-t-on? Quelle est l'importance relative de ça? Est-ce que ces phénomènes brisent ou pas des trajectoires? Est-ce que ça réduit complètement vos chances lorsque vous voulez entrer dans la vie active, par exemple? Là, ce dont il était question aussi à l'IEP de Grenoble, François Héran, c'était la question du mot. Est-ce qu'islamophobie est un terme qui convient pour décrire cette situation? Est-ce qu'il faudrait plutôt utiliser le terme de racisme anti-musulman? Est-ce que le fait de confondre la question religieuse, car la critique de la religion est possible, et la discrimination des individus, est-ce que ça n'est pas cela qui pose problème? Écoutez, je ne connais pas, et pour l'instant on ne connaît pas grand-chose de cette affaire. On ne sait pas quels propos auraient été proférés par les professeurs. Il faut bien distinguer, et ça c'est très important, et Guillaume Erner, vous qui êtes très lié à Charlie Hebdo, vous y écrivez très souvent, et vous avez écrit un article en juillet 2020 sur la question sur le racisme systémique. Moi, je voudrais dire quelque chose de très important. Là, nous sommes à France Culture. Oui, nous sommes à France Culture, mais vous avez tout à fait le droit d'écrire où vous voulez, mais il se trouve que c'est au cœur du livre dont nous parlons aujourd'hui. Il existe, depuis 2008 en France, dans la loi, depuis 2008, c'est une loi très importante de mai 2008, la notion de discrimination indirecte a été introduite aux côtés de la notion de discrimination directe. Il y a des discriminations non intentionnelles. Et c'est quelque chose qui est fortement ancré maintenant dans le droit français. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, entre la discrimination directe et indirecte? Eh bien, la discrimination directe a pour objet de discriminer. La discrimination indirecte a pour effet de discriminer. Et la plupart des discriminations aujourd'hui sont des discriminations indirectes. On mesure objectivement que des groupes, que certaines composantes de la société sont systématiquement discriminées. Par exemple, si vous avez le malheur de vous appeler Khadija Diouf au lieu de Marie Diouf, vos chances, après l'envoi d'un CV équivalent, avec les mêmes diplômes, avec le même parcours, vos chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par 3.
Ça, c'est un fait massif. Alors, évidemment, comme cette expérience se répète de jeune en jeune, il y aurait une idée, ce serait d'essayer d'identifier la personne, l'examinateur, le recruteur qui, tel et tel jour, aurait eu tel et tel préjugé. Mais ça ne suffit pas, c'était la méthode des SOS Racisme, elle ne marche pas. Il faut quelque Pourquoi chose... ne marche-t-elle pas? Eh bien parce que c'est quelques cas individuels, ça et là, qu'on peut certes médiatiser, mais qui ne suffisent pas à empêcher un phénomène massif qui est que des centaines de milliers de jeunes. Il faut bien prendre la mesure de ça. Des centaines de milliers de jeunes sont complètement entravés dans leur accès à l'emploi ou à d'autres ressources, qui peuvent être le logement, qui peuvent être le crédit, etc., par leurs origines ou leur appartenance à une minorité visible, entre guillemets. Et ce phénomène-là, on ne peut pas le combattre. Par différents phénomènes de reconnaissance, puisque... Oui, bien sûr, on peut faire quelque chose de général là-dessus. Et donc, si l'on s'en prenait individuellement, si on essayait d'identifier telle ou telle personne, on ne le peut pas. C'était le principe de la loi de 72 qui changeait les libertés de la presse, c'était l'idée que la discrimination était nécessairement quelque chose d'intentionnel, de rattachable à un discours précis, etc. Et c'était au pénal que ça se réglait, puisqu'il fallait démontrer qu'il y avait bien une intention de discriminer. Et puis le deuxième titre de la loi de 72 disait, s'en prenait aussi aux personnes qui détenaient une autorité publique, qui avaient refusé sciemment, c'était dans le texte, refusé sciemment un droit. Le problème, c'est que l'immense majorité des discriminations aujourd'hui sont non intentionnelles. Alors vous, dans cet article de 2020, je crois que c'est intéressant de pouvoir en discuter directement avec vous, je suis très heureux que nous soyons ensemble, vous dites, mais si la discrimination n'est pas intentionnelle, alors on prive les gens de leur libre arbitre, alors c'est le système qui agit à leur place, et donc on exonère en quelque sorte les racistes. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que, justement, on n'a pas conscience des mécanismes très complexes par lesquels passe la discrimination. Et donc, si vous dites aux gens, mais écoutez, la discrimination indirecte existe, elle est dans le droit, elle est dans les directives européennes depuis 2000, dans le droit français depuis 2008, ça fait 13 ans déjà. Si vous leur dites ça, ils vont être attentifs aux procédures de sélection, de prospection, et donc leur responsabilité ne va pas être diminuée, elle va être augmentée. Bon, c'est tout à fait votre droit à la fois de ne pas adhérer à cette représentation des choses. Ce qui est problématique dans ce cas-là, François Héran, c'est en fait l'idée de traquer un racisme inconscient du système de la collectivité, alors que le racisme conscient des individus, lui, il existe. Et les deux existent. Il y a un risque que l'un obscurcisse l'autre. C'est-à-dire qu'à force de traquer, si vous voulez, des mécanismes qui existeraient à l'insu en fait, des individus, puisque dans ce cas-là, si on adhère à l'idée d'un racisme systémique, on considère que les personnes sont en quelque sorte des marionnettes, qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. C'est le terme que vous utilisez dans votre article. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple qui vous éclairera peut-être, je l'espère. Moi, j'ai dirigé un institut de recherche pendant 10 ans. Et il y avait la question de savoir qui nommer à la tête des départements de recherche. Et je demandais des candidatures, et au début, les candidatures étaient quasiment toutes masculines, alors que, en fait, les femmes étaient plus de la majorité du personnel. Et il suffit de dire, mais écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas aussi nous proposer une candidature féminine ? Quid des femmes ? Est-ce qu'elles ne seraient pas capables de... Il suffit de dire ça, de l'écrire dans un texte, et aussitôt des candidatures féminines vous sont finalement proposées. Et des femmes peuvent être nommées. Alors ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on était comme ça, totalement dans l'inconscient. On n'avait pas réfléchi. On n'avait pas réfléchi au fait que, tiens, les femmes aussi que certains arguments utilisés contre elles, comme quoi elles ne sont pas disponibles, ou elles n'en veulent pas suffisamment, elles ne sont pas assez, etc. Tous ces arguments s'effacent et on finit par en trouver. Et cette notion de discrimination indirecte passive, elle est dans le droit européen. C'est pas une invention de François Héran. Vous m'avez dit, vous avez le droit de penser ça. Mais c'est dans le droit européen, dans le droit national. Il faut bien comprendre ça. Et je dis dans ce texte qu'il est très grave de voir tant d'intellectuels brillants, tant de politiques, n'est-ce pas, affûtés, ignorer cette chose absolument fondamentale que la discrimination indirecte existe et qu'une forme de discrimination qui a le plus d'effet, c'est la discrimination passive. On s'abstient d'agir alors qu'on commence à avoir des informations sur la discrimination de fait. Vous comprenez ? Ce dont témoignent les différents testings qui sont effectués, c'est d'abord le fait qu'il y a une discrimination directe, et cette discrimination directe
elle est Non. là Les tout à testings, fait... non, les testings. Alors là, vous pensez aux vieux testings d'autrefois, des années 80-90. On envoyait coup sur coup. Qui ont été refaits encore récemment avec des CV envoyés Non, mais attendez, dans des je entreprises. voulais justement. Il y a bien une distinction à faire. On peut faire une expérience ponctuelle, in situ, en envoyant coup sur coup une personne de couleur noire, une personne de couleur blanche, entre guillemets, n'est-ce pas? Et puis voir comment différencier la réaction de la personne qui contrôle l'accès. Mais ce que font maintenant les économistes, ce qu'a fait Marianne Valfort, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est envoyer des milliers de CV à des centaines, des milliers de CV fictifs à des centaines d'employeurs réels. C'est ça la technique. Et là, vous n'allez pas dire que lorsque les chances d'obtenir un entretien d'embauche sont divisées par 3, c'est énorme, c'est massif. Vous n'allez pas dire que tous ces employeurs, ou la quasi-totalité des employeurs, sont racistes, ont des préjugés, etc. Ça passe par d'autres. Ils vont se dire, oh là là, peut-être que je vais avoir des problèmes avec ce genre de personnes, peut-être qu'il va y avoir des raisonnements. Ça, c'est un entretien qualitatif qui pourrait le dire. Oui, mais ils refusent l'entretien. Ils refusent d'accorder l'entretien d'embauche. Et donc, quand vous lisez le droit français, vous avez maintenant discrimination directe et discrimination indirecte. Les deux sont mis ensemble. C'est le rassemblement des deux qui va permettre de lutter efficacement contre le racisme. Et donc, contrairement à ce que vous écriviez en 2020, ça ne laisse pas le racisme en l'état. C'est le seul moyen de faire progresser la lutte contre le racisme, de pouvoir lutter contre les discriminations indirectes et pas seulement directes. Mais précisément parce qu'il manque une enquête qualitative qui permettrait d'essayer de voir quelles sont les logiques des individus lorsqu'ils refusent telle ou telle candidature, puisqu'en fait, il y a deux manières de voir le racisme. Ou bien vous considérez que les acteurs sont des individus responsables, et dans ce cas-là, lorsqu'ils agissent, ils ont une logique qui peut être contestable, mais en tout cas, celle-ci existe. Ou bien vous considérez, encore une fois, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et alors, si vous considérez que les individus ne savent pas ce qu'ils font, c'est une attitude qui est extrêmement complexe. Vous répétez votre argument sans Je répète mes arguments et vous répétez les vôtres. Non, mais vous répétez. Mais ce ne sont pas les miens. C'est ceux de l'Europe, ceux du droit, c'est ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut bien comprendre que nous vivons maintenant dans ce système-là. Ça fait depuis 2000 que les directives européennes ont proclamé, depuis 2008 que c'est dans le droit français. Donc il faut lire le droit français, il faut l'appliquer. L'idée, c'est pas que vous faites comme s'il y avait une espèce d'opposition radicale entre la pleine conscience et la totale inconscience. Comme s'il y avait le libre arbitre d'un côté et puis l'inconscient total de l'autre. Mais non, la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Vous avez des semi-consciences, vous avez des pratiques. Par exemple, les économistes ont mis en avant ce qu'on appelle la discrimination statistique. Vous faites une espèce de corrélation, vous dites, oh là, telle personne, je risque d'avoir des problèmes. Je ne suis pas raciste, mais je risque d'avoir des problèmes. C'est ce que les économistes, déjà dans les années 60, appelaient la discrimination statistique. Il y a une espèce de statistique spontanée que font les personnes, et puis ils l'appliquent à un individu en essayant de déduire les problèmes qu'ils vont avoir. Ce n'est pas la même chose que d'être, par exemple, révulsé par la peau noire. Vous comprenez? Il y a comme ça toute une série de comportements, et si on dit soit c'est totalement conscient, soit c'est totalement inconscient, eh bien on ne sort pas du problème. Il faut allier les deux et savoir que la vie se passe dans l'immense intervalle qui est entre ces deux extrêmes. Bon, donc ça, c'est votre représentation des choses sur la question de la liberté. Ce n'est pas ma représentation des choses, c'est la présentation du droit européen. Il faut le savoir. Oui, vous êtes en dehors du droit quand vous vous expliquez qu'on ne lutte pas contre le racisme avec la notion de discrimination indirecte. Vous comprenez ça? Je comprends ce que vous dites. Je comprends aussi qu'il y a effectivement d'autres manières de voir, pas seulement la mienne, François Héran. Sur la question de la liberté d'expression, lorsqu'il est question de ce qui est en train de se passer à l'IEP de Grenoble ou ce qui s'est passé suite à l'assassinat de Samuel Paty, votre lettre au professeur, vous l'avez faite d'abord sous la forme d'un article, puis donc elle est devenue un livre. Votre souhait, c'est de trouver une sorte de compromis, de discussion. Qu'est-ce que vous voudriez apporter comme élément au débat? Je voudrais qu'on sorte des absolus, qu'on sorte de l'étau, de l'espèce de chantage moral dans lequel on a été enfermé, dans l'idée qu'il faut sacraliser les caricatures qui ont effectivement pour objet de désacraliser, mais qu'elles-mêmes seraient sacralisées sur un absolu. Et c'est les attentats djihadistes qui provoquent cet effet. Je voudrais qu'on puisse appliquer aussi, et là je fais une longue analyse de la liberté de conscience et la liberté d'expression depuis les origines américaines, depuis 1789,
89, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et je montre que ces deux libertés existent. Il y a toujours deux articles différents. Chacun de ces articles affirme le principe de la liberté, puis ensuite dit attention, il faut que ça se fasse dans les limites de la loi, et dit quelles sont ces limites. Et ensuite, la jurisprudence, les tribunaux disent attention, les limites, ça peut être liberticide, il ne faut pas que ces limites aillent trop loin, il faut donc limiter ces limitations. Cette structure, elle se retrouve de façon extrêmement précise, et actuellement, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui incarne le plus et qui garantit vraiment toutes ces libertés. Et donc, j'analyse en détail un certain nombre d'arrêts fameux de la Cour européenne des droits de l'homme, avec toutes les critiques qui ont été faites, les limites qu'elles ont, et je ne les approuve pas toutes. Enfin, voilà. Justement, quels sont, selon vous, ce qui doit être fait dans ce domaine, et quelles sont les limites que vous trouvez, François Héran? Eh bien, ces limites, elles existent encore dans le droit. Hein. Je suis désolé de renvoyer toujours au droit, mais l'offense gratuite, ce qu'on appelle le dolus specialis, l'idée d'outrager pour outrager, par exemple, ça n'est pas possible dans le droit français, y compris dans le droit français. Et par exemple, il y avait tout le problème lors du fameux procès des caricatures de Charlie, le premier procès. Il y avait la question de Mohamed, dont le turban avait une forme de bombe et sur laquelle était inscrite la profession de foi islamique. Et bien, le tribunal avait dit que cette caricature, en soi, outrageait tous les musulmans. Mais elle était un petit format, elle se trouvait à l'intérieur d'un cahier, il y avait bien d'autres signatures, elle était dans un contexte précis, etc. Et donc, ça n'outrepassait pas la liberté d'expression. Mais vous voyez bien qu'il faut graduer. Et moi, ce quoi j'insiste, c'est que la liberté d'expression n'est pas absolue, pas plus que la liberté de croyance, évidemment, et que la liberté d'expression ne doit pas nous faire oublier qu'il y a aussi des niveaux d'expression, et que la critique, la réfutation, c'est pas la même chose que l'avilissement ou l'enculade, par exemple. Mais alors, justement, lorsqu'il s'agit de savoir où situer les limites à ne pas franchir, et notamment lorsque l'on est professeur, François Héran, qu'est-ce qu'il faut se fixer comme borne, selon vous? Mais je crois d'abord qu'il faut faire preuve de discernement. Il faut faire preuve de pondération, et c'est ce que font aussi les juges, c'est qu'il faut mettre en balance des principes contraires, c'est l'expression utilisée, il faut concilier des principes contraires, c'est pas évident. C'est pas du en même temps, on raille souvent ça en disant c'est le en même temps macronien. Et il y a toujours des principes contraires, et toutes les libertés, que ce soit la liberté de croyance, la liberté d'expression, le respect de la personne humaine, la liberté de réunion, toutes ces libertés fondamentales, n'est-ce pas, elles sont indivisibles. Il y a un grand principe de l'indivisibilité des droits, elles se renvoient toutes l'une à l'autre. Et ériger en absolu une des libertés qui écraserait toutes les autres, ça n'est pas possible. Donc il faut, je crois, tenir compte de la liberté de conscience, et notamment des élèves, évidemment, qui n'est pas quelque chose de méprisable. François Héran, lettre au professeur sur la liberté d'expression. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Bruno Nassim Aboudrar, qui est historien de l'art et qui publie Les Dessins de la colère aux éditions Flammarion. Et il tentera de nous dire quels sont les paradoxes qui sont sous-jacents à ces représentations de Mahomet qui ont soulevé la colère des foules, pas seulement en France d'ailleurs, et comment on peut tenter de concilier à la fois la question donc de la représentation des signes religieux et puis les différentes sensibilités. 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on reparle de la liberté d'expression, de la liberté d'enseigner, le casse-tête des professeurs entre l'affaire qui s'est déroulée à l'IEP de Grenoble et les suites de l'assassinat de Samuel Paty. Nous sommes en compagnie de François Héran, sociologue, démographe, professeur au Collège de France. Vous publiez Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression aux éditions de La Découverte. Je précise que je suis aussi journaliste à Charlie Hebdo, puisque vous souhaitiez que je le dise, François Héran, je le dis, et comme ici c'est un espace tout à fait pluraliste, je reçois des gens qui n'ont absolument pas les mêmes opinions que Charlie Hebdo, je l'ai fait de nombreuses reprises, et je le fais encore aujourd'hui avec vous, tout en restant dans une stricte neutralité par rapport aux questions que je vous pose, ou en essayant en tout cas de le faire. À côté de vous, je reçois Bruno Nassim Aboudrar, bonjour. Bonjour. Les Dessins de la colère, c'est le livre que vous publiez chez Flammarion. Vous êtes historien de l'art et vous nous rappelez, Bruno Nassim Aboudrar, que la question de l'iconoclasme, qui est une question ancienne, qui jadis, pensait-on, avait provoqué de nombreux morts, c'est surtout aujourd'hui qu'elle provoque des morts avec la question de ces caricatures
et les problèmes évidemment que posent ces caricatures à la fois pour la liberté d'expression et la liberté d'enseigner. Oui, effectivement, il m'a semblé, autour de toutes ces histoires de caricatures, il m'a semblé intéressant d'essayer d'exposer le point de vue de l'histoire de l'art, ou du moins le point de vue d'un historien de l'art, parce qu'on parlait beaucoup autour de caricatures de questions théoriques tout à fait fondamentales, comme celle de la laïcité, notamment celle de la liberté d'expression, tout ce qui a été évoqué encore ce matin en début de matinée. Mais on a tendance à oublier qu'il s'agit d'images et que les images ont leur propre rythme, leur propre histoire, engagent leur propre sens et que donc il faut aussi les regarder en tant qu'image. Donc j'ai tenté de le faire dans ce livre. Alors maintenant, sur la question de l'iconoclasme, il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a ou au moins deux aspects un peu plus. Il y a d'une part un iconoclasme musulman tout à fait nouveau, qui n'existe pas dans l'histoire de l'islam, qui n'a pas été une religion iconoclaste, mais qui a été ce que l'on appelle une religion aniconique. Alors là, il faut distinguer les deux choses. Je vais préciser tout de suite. On entend par iconoclasme la destruction des images. Alors par image, on entend des images au sens assez large, soit directement des icônes, des images saintes, soit plus généralement ce qui fait image, par exemple des bâtiments historiés ou des choses comme ça. Des statues. Il y a des religions... Pardon ? Des statues, par exemple. Des statues, par extension des films aujourd'hui. Alors, quand on détruit des images volontairement pour qu'elles n'existent plus, on parle d'iconoclasme. Quand on se contente de ne pas fabriquer d'images, ce qui est le cas des Hébreux dans l'Ancien Testament et des musulmans, on parle d'aniconisme avec, vous savez, le privatif « a » qui veut dire sans images, rigoureusement. L'islam est une religion globalement sans images. Ce n'est pas une religion qui avait la tradition de détruire des images. Ça, c'est une affaire plutôt chrétienne dans les monothéismes. Et le grand iconoclasme, l'iconoclasme qui a donné son nom à cela, ce sont des crises qui ont eu lieu à Byzance au 8e et 9e siècle. Voilà. Donc, or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un iconoclasme musulman, au nom de l'islam, disons, qui s'exprime d'abord dans des destructions comme Bamiyan, Palmyre, etc., où là, l'argument est explicitement iconoclaste, et qui s'exprime dans le refus que des images soient faites de l'islam, ou d'éléments tenants à l'islam, comme par exemple du prophète, dans une presse tout à fait laïque et extérieure à l'islam. Et là, il y a une question qui est nouvelle et qui me paraît intéressant de soulever. Donc effectivement, tout d'un coup, il y a un iconoclasme musulman. Et lorsque vous écrivez, Bruno Nassim Aboudrar, que ceci n'est pas Mahomet dans la question des caricatures de Mahomet, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, ce que je veux dire, c'est que, contrairement à une idée reçue, il y a eu des images représentant le prophète dans l'islam. Il y en a eu peu, il y en a eu au début, et elles étaient dans des livres, en sorte que presque personne ne les voyait, que les propriétaires des livres et les quelques amis du propriétaire à qui il pouvait les montrer. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais enfin, il y en a quand même eu à peu près jusqu'au XVe siècle, pour ne rien dire évidemment de l'Iran, de la Perse, où il y en aura encore un peu après. Bon. Mais globalement, c'est vrai que depuis le début du XVe siècle, on ne trouve pas d'image du prophète dans l'islam. Pour autant, alors du coup, nous, on n'a pas constitué une image type du prophète, comme on a constitué une image type de Jésus. Et à vrai dire, plusieurs images types de Jésus, mais une seule fonctionne dans les caricatures, c'est celle où il a une tête, disons, ovale, maigre, une barbe plutôt blonde et des cheveux longs. C'est celle qu'on connaît, alors qu'il y en a d'autres. Comme on n'a pas d'image du prophète, on n'a pas d'image type, on peut très difficilement caricaturer, puisque caricaturer, c'est littéralement faire un portrait charge, c'est-à-dire exagérer des traits. Si on n'a pas les traits de base, qui peuvent être constitués dans l'imaginaire, comme c'est le cas de Jésus, ou qui peuvent être réels, comme c'est le cas quand on caricature le président de la République, par exemple, c'est d'une certaine façon, ça revient au même. Si on n'a pas les traits, en toute logique, on ne peut pas faire une vraie caricature. Donc on est obligé de faire ce que j'appellerais une caricature générique, non pas du prophète, mais des musulmans, des arabes, d'une entité de ce genre. Et ça, on comprend que d'un point de vue graphique, ce soit gênant. Votre point de vue, François Héran, à ce sujet ?
Mais au début de mon livre, je dis un peu rapidement la même chose, puisqu'on n'a aucune idée de à quoi ressemblait Mahomet. Une caricature de Mahomet, c'est une caricature de caricature, par définition. Absolument. Et ça, je crois qu'il aurait fallu le dire davantage dans le débat. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, parce que je trouve que c'est un livre de chercheur qui fait des distinctions, qui fait des différences, qui ne mélange pas tout. Et ça, c'est le grand atout de votre livre. Et du coup, quand vous distinguez aniconisme et iconoclasme, pendant les iconoclasmes, c'était les protestants contre les catholiques. Par exemple, pendant les guerres de religion, il y a eu un iconoclasme protestant très très violent. Mais il y a aussi un événement de notre histoire, nous avons été très iconoclastes, c'est la Première République. La Révolution française a beaucoup déboulonné. Et elle a beaucoup décapité, dans tous les sens du terme. Toutes les statues des rois bibliques qui étaient sur la façade de Notre-Dame ont été décapitées et déboulonnées, et on a retrouvé ces statues dans les années 70, dans les fondations d'un hôtel du Marais. Et ça aussi, je suis très frappé de voir qu'on ne se penche pas suffisamment sur notre passé, sur l'histoire des images, sur notre rapport aux images, et on a oublié de dire que la République a beaucoup déboulonné et beaucoup décapité. Mais les manifestations de violence auxquelles on assiste aujourd'hui par rapport à ces dessins, Nassim Bruno Aboudrar, justement, lorsque vous en parlez, vous dites que finalement, cette colère actuelle est une colère sans précédent par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier François Héran pour ce qu'il dit de mon livre. J'aurais évidemment l'équivalent à adresser au sien, que j'ai lu avec énormément d'intérêt. Mais puisque vous voulez bien reconnaître que j'essaye de faire des distinctions, je me permets de faire une distinction supplémentaire qui est celle entre iconoclasme et vandalisme. Et à la Révolution, ce qui se passe, c'est du vandalisme, pas l'iconoclasme. La différence étant que le vandalisme est politique et l'iconoclasme religieux. Globalement. Et or, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans l'islam, c'est aux deux. C'est un mélange du vandalisme. Comment distinguer les deux ? Alors, parmi les distinctions, je dirais que le vandalisme est vindicatif, il est vengeur, ce que n'est pas l'iconoclasme. L'iconoclasme veut détruire des images parce qu'on risque de les adorer. Le vandalisme, c'est une sorte de fête. Il y a une fête révolutionnaire et le vandalisme est aussi un des éléments de la fête révolutionnaire. Et quand on voit, par exemple, quand il se filme, tout le monde sait que c'est du fake d'ailleurs, mais quand les types de Daesh se filmaient au musée de Mossoul, avec une sorte de mise en scène, de jouissance de détruire, regardez comme je détruis, là ils n'étaient pas, à mon avis, pas dans une histoire de l'iconoclasme, mais dans une histoire du vandalisme. François Héran, que conseillez aux professeurs, suite à ce que vous écrivez dans cette lettre aux professeurs sur la liberté d'expression, que leur conseillez lorsqu'il s'agit de présenter ces caricatures ? Qu'est-ce que d'après vous il faut faire ? Qu'est-ce qu'il est judicieux de faire pour leur présenter cela, s'il faut le faire d'ailleurs ? Mais je crois que d'abord il faut tenir compte de la diversité des élèves, parce que selon leur âge, quand on est en face d'élèves de 4e ou en face d'élèves de terminale, on ne dit pas la même chose. On n'a pas affaire à des sujets qui ont la même capacité à analyser, etc. Bien sûr, il faut contextualiser tous les documents qu'on présente. Bien sûr, il faut les historiciser. Il faut replacer tout ça dans l'histoire. Mais si on a le sentiment, s'il est probable que certaines images, effectivement, heurtent ou choquent très profondément les croyances des élèves, eh bien, il faut... je pense que tout ceci va être une question d'âge, une question de culture, une question etc. Mais on ne peut pas, d'entrée de jeu, sans une intense préparation, présenter les caricatures de Mahomet, par exemple. Alors, il y a une association comme Dessiner, Créer, Liberté qui fait un gros travail. Je parle de cette association et je ne la condamne pas du tout. Je considère que c'est un travail de bénévole très important pour justement éclairer les images, présenter le contexte. Mais enfin, c'est extrêmement délicat et d'ailleurs l'association elle-même en a tout à fait conscience. Donc, voilà, il faut en fait faire preuve de discernement. Je dirais qu'un des mots les plus importants pour moi tout au long du livre, c'est qu'il faut faire preuve de discernement. Et si on est dans une doctrine absolue qu'on dit il faut absolument présenter les caricatures, ça doit figurer dans les manuels de classe, etc. Même Jean-Michel Blanquer ne l'a pas dit. Jean-Michel Blanquer a dit écoutez, il y a la liberté pédagogique, il y a la liberté éditoriale, il faut en tenir compte. François Héran, vous en appelez à Paul Ricoeur et à un éloge du compromis.
Oui, Paul Ricoeur fait une distinction entre le compromis et la compromission. Le compromis, c'est la capacité à accepter le pluralisme des valeurs dans une société, parce que nous ne sommes plus dans une société à un modèle unique. Nous sommes confrontés à une variété de modèles. Et Ricoeur dit il faut être capable, tout en campant sur ses propres positions, de comprendre qu'il peut y en avoir d'autres. Et ça n'est pas de la compromission, c'est du compromis. Qu'en pensez-vous, Nassim Aboudra? Alors, sur la distinction de Ricoeur entre compromis et compromission, je l'ai lu dans le livre de François Héran, elle m'a paru très éclairante. Je voudrais revenir sur ce qu'il faut dire aux élèves. Je pense qu'il faudrait ajouter aussi que ce ne sont que des images. Il me semble qu'une chose très dangereuse qui se passe en ce moment, c'est ce que j'appelle une forme d'idolâtrie, où l'on croit dans les images comme on n'y a jamais cru. Il faut définir ce que vous appelez l'idolâtrie dans ce contexte. Alors, ce que j'appelle l'idolâtrie dans ce contexte, c'est croire que l'esprit est dans la chose. Que le sens réside dans la matérialité de la chose. Or, la liberté d'expression ne réside pas dans la matérialité de l'image. Et dans l'image, ça peut peut-être vous surprendre qu'un historien de l'art en vienne à dire ce ne sont que des images, mais c'est aussi un grand mouvement de défense des images. Et après la réforme protestante, quand des images ont été détruites, les catholiques ont voulu sauver les images. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme. Et au fond, c'était leur argument. C'était laissons les images, elles servent, elles sont agréables, ce ne sont que des images. Et je pense qu'il faut garder cette distance et on ne se bat pas pour des images. Je pense qu'il faut aussi dire ça. Bruno Nassim Aboudra, est-ce qu'on peut dire qu'une image ne pense pas? Alors, c'est une question très compliquée que vous me posez. Disons que dans la théorie de l'art, pas tout à fait l'histoire de l'art, mais la théorie de l'art, il y a l'idée que l'image pense à sa manière, c'est-à-dire qu'elle organise de la pensée, qu'elle est un fait de pensée, au même titre que le poème, la littérature, la philosophie. Pour autant, l'image n'est pas capable d'articuler un discours. C'est rien que de le dire, mais enfin, il faut le rappeler. Donc, l'expression au départ, et le bouquin de François Héran le dit magnifiquement, l'expression, c'est d'abord l'expression orale et l'expression écrite. C'est pas d'abord l'expression en image, parce que l'image, elle peut être polysémique, mais ça donc avoir plusieurs sens. Mais ces plusieurs sens, il faut les décrypter. Telle qu'elle, elle s'impose l'image. Donc en ce sens, je crois qu'on peut dire, disons simplement que bien sûr que l'image pense à sa manière, mais elle n'est pas une opinion articulée. Au sens, l'image ne dit pas « je vote pour un tel pour telle raison ». L'image ne prend pas position dans le débat qu'on entendait tout à l'heure sur les vers. Et justement, François Héran, est-ce qu'il n'est pas important d'apprendre aux élèves qui, justement, demandent à être accompagnés dans leur découverte des choses et dans leur réflexion, comment une image doit être appréhendée et qu'est-ce qui distingue une image de la réalité, de sa représentation? Oui, alors le problème, c'est qu'il y a plusieurs images, il y a plusieurs niveaux d'images. Je fais une opposition, par exemple, entre le dessin de Cabu et le dessin de Coco qui représentait Mahomet. Et je montre aussi qu'il y a quand même des débats au sein du milieu des caricaturistes. Contre le Canard enchaîné et Charlie Hebdo, il y a eu tout un débat. Je restitue les données de ce débat qui aujourd'hui sont complètement oubliées parce qu'évidemment, les attentats, d'une certaine manière, ont sacralisé les caricatures. Ça, c'est le gros problème que nous avons. Et je me remets avant les attentats de 2015 et je restitue ces débats qui ont été très vifs. Pourquoi quelle distinction feriez-vous entre ces il y avait, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir les personnes qui ont travaillé pour les deux hebdomadaires satiriques. Je dis au passage qu'en démocratie, c'est bien d'avoir au moins deux hebdomadaires satiriques plutôt qu'un seul. Comme Pétillon, qui a travaillé beaucoup pour le Canard, un peu pour Charlie Hebdo, et puis Cabu, qui a beaucoup travaillé pour les deux. Et lorsqu'on lit, par exemple, Pétillon dit, écoutez, une caricature qui représente le prophète nu avec une goutte de sperme, etc., et ça offense tous les musulmans. Et Charb, je montre que Charb, 15 jours après, sans citer Pétillon, mais répond très directement à Pétillon en disant « Mais non, la charge de la caricature, de cette manière, elle est dans l'œil du lecteur, elle n'est pas dans le crayon du dessinateur. » Alors ça, c'est une théorie qui est assez répandue. Est-ce que la charge de la caricature est dans l'œil du lecteur ou dans l'intention du dessinateur? Eh bien, les dessinateurs eux-mêmes sont divisés sur cette question. Et l'historien de l'art, Bruno Nassim Aboudra, vous qui écrivez les dessins de la colère, là on est dans le domaine de l'interprétation. Je pense que la charge de la caricature, au fond, n'est ni dans l'œil du spectateur, ni dans la main de l'artiste, elle est dans le dessin.
Elle est dans le dessin et elle est dans l'histoire que ce dessin véhicule. L'œil et la main en face, l'œil qui regarde, la main qui trace, sont eux-mêmes pris dans une histoire. Et de même que dans le langage, on parle avec des mots qui ne sont pas les nôtres, on parle avec des mots qui ont une histoire et qui ont des sens qui ne sont pas forcément ceux qu'on veut y mettre. De même, notre interprétation est guidée par une histoire, qu'elle soit réellement connue ou qu'on la transporte simplement, et le fait de faire le dessin est également lié. Alors, il y a un point sur lequel je suis peut-être... dont je voudrais peut-être discuter avec vous. Je suis bien sûr d'accord qu'il y a des degrés dans la caricature. Je ne suis pas sûr, en revanche, que l'on puisse en décider. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de très attentatoire à la liberté si on dit... qui va dire à quel degré appartient la caricature? Qui sera le censeur, si vous voulez? Là-dessus, je ne suis pas sûr... je suis tout à fait d'accord, je répète, bien sûr qu'il y a des degrés, qu'il y a des caricatures dégueulasses et des caricatures beaucoup plus tolérables. Mais qui va le dire? Est-ce que c'est le rédacteur en chef? Est-ce que c'est... Voilà. Le rédacteur en chef peut le dire, François Héran. Il y a la loi qui le dit, lorsqu'on dit que la liberté d'expression n'est pas absolue, elle est effectivement bornée par la loi. Et pour le reste, que faire? Alors, vous évoquez le paradoxe de la liberté obligée, notamment dans ce contexte des caricatures, mais pour le reste, justement, s'il s'agissait de borner cette liberté, je ne sais pas quel terme vous employeriez, que feriez-vous? Alors, ce n'est pas moi qui borne la liberté, et vous remarquerez que, contrairement à un certain nombre de protagonistes qui sont intervenus dans tous les débats de cette dernière semaine sur l'islamo-gauchisme et autres, moi je ne propose aucune commission d'enquête, je ne propose aucune loi de restriction. Je constate qu'il existe déjà dans notre droit national et dans notre droit européen. Je rappelle que le procès des caricatures de Charlie Hebdo, le tribunal de Paris, a repris textuellement les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit français s'inspire de la Cour européenne des droits de l'homme, des arrêts de cette Cour. Il y a déjà, effectivement, depuis 1789, il y a l'énoncé d'un principe, la liberté d'expression, la liberté de croyance, c'est ce que j'appelle les deux tours jumelles. Il y a ensuite l'idée qu'il peut y avoir des limitations à cette liberté, des limitations liées au respect des droits d'autrui, le principe de non-nuisance. La liberté, c'est le droit de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, article 4 de la déclaration de 1789, il faut toujours le rappeler, et c'est rappelé aussi dans certains jugements. Et puis ensuite, ces libertés, ces limites aux libertés, elles peuvent être dangereuses, elles peuvent être liberticides. Et là, les tribunaux interviennent pour vérifier, et en général, ils sont très attentifs à ça, que ces limitations à la liberté ne soient pas excessives. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de troisième article disant il y a des limites à la limitation à la liberté. Donc, tout ça est assez subtil, et c'est pas simplement tout permettre ou tout interdire. On n'est pas dans le dilemme, dans la dichotomie. On est quand même dans une étude au cas par cas, et c'est ce que j'appelais le discernement. Mais alors, justement, parce que, donc, indépendamment des questions juridiques et de ce qui doit être proscrit pour des questions de haine, d'incitation à la haine, où est-ce que vous vous arrêteriez, François Héran, si vous vous arrêtez quelque part? Oui, moi je pense, par exemple, je suis très frappé de voir qu'on a beaucoup utilisé l'idée, il faut avoir le droit de critiquer, par exemple, de critiquer l'islam ou de critiquer le catholicisme, etc. Mais derrière le mot critique, on met absolument tout et n'importe quoi. La critique, ça peut être une réfutation, ça peut être une argumentation, ça peut être... Quelle serait la critique d'une religion? Ça peut être une condamnation. La critique, c'est d'abord autorisé. Non, mais pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais quelle serait la critique d'une religion qui vous paraîtrait illicite en démocratie? Mais lorsque le mot critique recouvre quelque chose comme l'avilissement, comme l'enculade, qui était beaucoup utilisé. Et je rappelle que l'enculade, c'est une forme qui est également utilisée par... dans la caricature, vous voulez dire? Dans les caricatures, mais aussi dans tous les tweets extrêmement violents qui ont été adressés à Charlie Hebdo, et dont Charlie Hebdo publie régulièrement une anthologie. Et les deux existent. Et menace. Oui, mais l'enculade, ça consiste, sous prétexte de s'en prendre à des idées, à des croyances, on réduit la croyance à une personne physique soumise, à une personne physique avilie. Alors là, je pense qu'on ne peut pas, et l'État notamment, ne peut pas participer à la diffusion de caricatures qui font ça, parce que ça, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Vous voulez dire que Samuel Paty a eu tort de montrer... Non, je ne dis pas ça. Parce que il faut restituer la totalité du contexte, François Héran. Samuel Paty a montré l'une des caricatures qui était un dessin montrant le prophète dans cette position que vous qualifiez d'avidissante.
Le problème de Samuel Paty, et moi je dis bien que j'essaie de dépersonnaliser la question et que je n'entre pas dans le cerveau de Samuel Paty parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu. J'ai reçu une lettre notamment d'une professeure de philo de Seine-et-Marne qui enseigne l'éducation morale et civique, qui me dit, mais après tout, on ne sait pas très bien ce qu'a voulu faire Samuel Paty. Il a intitulé son cours dilemme entre la liberté caricaturée et la liberté de croyance. Mais au fond, est-ce qu'il a voulu décrire simplement le matériel des caricatures? Est-ce qu'il a voulu le décrier? Est-ce qu'il a voulu le prescrire? On n'en sait rien. Et donc, on a imputé à Samuel Paty des intentions, on ne savait pas. Donc, Samuel Paty, c'est un martyr de l'éducation nationale, c'est un martyr de l'émancipation des élèves, mais on ne sait pas si c'était un martyr de la liberté d'expression. Bruno Nassim Aboudrar, là-dessus, votre réaction? Alors, d'abord, moi aussi, j'écris dans mon bouquin que l'on ne sait pas ce qu'a voulu faire Samuel Paty. Probablement, enfin, il faudrait demander aux élèves, mais probablement, on ne le saura sans doute jamais. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il maniait un matériau extraordinairement explosif et qu'en règle générale, mieux vaut ne pas montrer des dessins obscènes à des préadolescents. Enfin, il me semble que, sauf dans des contextes très, très particuliers, en l'occurrence, non pas le choix de M. Paty, mais le choix de présenter à l'Éducation nationale un portefeuille contenant des dessins récents aussi obscènes me paraît, je dois dire, en soi... Même s'il est contextualisé ? Alors, oui, mais contextualisé dans le cadre d'un cours sur l'éducation sexuelle. Et là, je rejoins et peut-être j'inverse ce que dit François Héran. Ces positions qui sont assimilées à des positions humiliantes, c'est aussi très homophobe. Entre autres, je veux dire, on voit pas ce que ça en soi, ce que ça a d'humiliant. C'est toute une construction qui est une construction phallocrate et homophobe qui fait de cette position une position humiliante, ce qu'elle n'est pas en soi. Bon, donc, et alors, le fait justement d'enseigner cela, de donner à voir des caricatures, s'il faut, selon vous, le faire, et dans quel contexte ou comment le faire, Bruno Nassim Aboudrar? Qui suis-je pour donner des leçons de pédagogie, hein? C'est pas là vous m'amenez dans des domaines qui ne sont plus les miens. Ce que je répète, c'est que les images en général circulent avec un très lourd poids historique qui les dépasse de très loin. C'est vrai de toute image, et qu'il faut pouvoir en tenir compte et savoir ce que l'on fait quand on montre une image. L'équivalent serait celui de mots, d'insultes racistes, si vous voulez. Quel est le degré de guillemets qu'on peut mettre si on emploie une insulte raciste? Un mot de conclusion, François Héran, là-dessus, maintenant que le débat est ouvert et probablement va-t-il falloir vivre un certain temps avec ce débat? Ah, vous voulez que je conclue? Ce n'est pas une question. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on veut construire le lien social dans notre société. Et il y a un principe très simple, c'est le principe de non-nuisance à autrui, qui fait partie de ça, qui a inspiré l'aristocrate libéral à qui on doit la formulation des articles, l'article 9, l'article 10, la Déclaration des droits de l'homme. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu veux avoir la liberté de religion, eh bien fais en sorte que les autres aussi puissent l'avoir, et tu ne peux pas réclamer un droit que tu ne cèdes pas à autrui. La réversibilité des perspectives, hein, ça c'est fondamental, et on ne peut pas imaginer un lien social quand on refuse à autrui ce qu'on s'accorde à soi-même. François Héran, lettre au professeur sur la liberté d'expression, c'est aux éditions de La Découverte. Bruno Nassim Aboudrar, Les dessins de la colère, c'est aux éditions Flammarion.